Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser, pour décortiquer, pour encenser ou pour mettre en PLS le WWE NXT TakeOver Vengeance Day du 14 février 2021. À Orlando, on est en Floride, on est au Capitol Wrestling Center. On est en live, on va dire. Bon, effectivement, il y a les écrans, mais il y a quand même du public un peu derrière le plexiglas. On est dans un takeover, donc vous connaissez la procédure. Il y a 5 matchs. Il y a un petit dark match dont on dira un petit mot. Mais avant de passer à tout ça, vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Oui, c'est moi, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review du show jaune, rien de mieux que l'insubmersible, que l'indélébile Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton. J'ai cru que Salut t'allais dire, Papy. j'ai cru que t'allais dire l'insupportable et le gros débile. Mais non, c'est l'insupportable. Non, toute la subtilité. Mais bon, on sentait quand même un petit peu comme une petite envie comme de bastonner quand même. Hein. Ah non, elle était préparée. Un petit fond de baston. Alors, tu as donc vu ce takeover ce week-end ou lundi, comme moi peut-être, Lundi, j'imagine. ouais, lundi Ouais, lundi. tranquillou en différé. Ok, ça Sur le marche. WWE Network. Oh. Alors, mon peuple de catch-up. Alors, c'est parti pour un takeover Vengeance Day avec une carte assez dense où tous les titres sont défendus, sauf le titre tag team masculin, pour la bonne et simple raison qu'il y a la finale du Dusty Rhodes Classic masculin. Qui va donner un title shot, évidemment, au vainqueur de ce tournoi. On aura la ceinture féminine, la ceinture masculine individuelle, on aura la finale féminine du Dusty Rhodes Classic. Bref, il y a du lourd, et on a bien évidemment le North American Championship avec le catcheur favori de Papy, Johnny Gargamel. Tu es heureux, Papy, qu'on review Johnny Gargamel ensemble? Eh ben, figure-toi que au moment d'attaquer le takeover, je m'étais dit, Attention! tiens, il va peut-être être moins pire que d'habitude, parce que comme moi je trouvais qu'il y avait un catch heel quand il était face, je me suis dit, peut-être qu'en heel ça passera mieux. Réponse dans quelques minutes. Réponse dans quelques minutes. Restez accrochés avec nous, surtout si vous nous écoutez sur YouTube. Profitez-en pour laisser un commentaire immédiatement, parce que là, on passe à la review du 33e takeover de l'histoire, mine de rien. Tu sais qu'on en était au 6e takeover sans public, ça paraît pas comme ça, mais ça passe. Ouais, bah ouais, Parce que t'en as un peu moins que les shows principaux. voilà, parce que j'annonce du live à notre public que j'essaye d'induire en erreur, hein, mais bon, ça reste malgré tout un show sans public, qu'on le veuille ou non. Ouais, c'est en plus, ouais, le Voilà. public, je sais pas comment ils sélectionnent, les gens qui mettent à l'écran, mais c'est rarement les plus vifs quand même, hein. Alors ils étaient un poil plus vifs que le dernier takeover, où là c'était un takeover? Enfin je sais plus, un show qu'on avait revu ensemble où ils dormaient complètement. C'était peut-être le show de la rentrée peut-être. Pas le takeover, Peut-être, ouais, c'était peut-être ça, ouais. Ouais, celui ouais. de la rentrée et là je les ai trouvés un poil plus vifs, mais c'est toujours pas non plus super joyeux, hein. Je me demande s'ils les sélectionnent pas au kilo les gars qu'on met derrière les vitres. Si tu vois ce que je veux dire. Alors du coup, c'était, il y a eu un petit dark match, j'en dis juste un mot parce que je crois qu'il y a un catcheur que tu aimes bien, en l'occurrence, puisqu'on avait un Isaiah Scott face à Bronson Reed et Ah Bronson oui! Reed a gagné, donc Bronson Reed a Tant mieux. écrabouillé, Isaiah Scott dans un match rapide, voilà, qui a même pas été noté, qui a même pas été timé. Donc c'était Bon. vraiment expéditif. Mais Bronson Reed, il est là, et depuis quelques mercredis, tu me contrediras pas, je crois, on le voit pas mal en backstage, on est venu faire 2-3 squash. Voilà un catcheur qui est en train de s'installer à NXT. Ouais, un petit en plus, qui je trouve a vraiment un style pour le coup reconnaissable, parmi les autres. C'est pas juste un grand slip lui et donc bah, j'espère pour lui en tout cas qu'il va revenir et lancer sa carrière vraiment, après ce takeover. Voilà, donc ça c'était le dark match.
Au commentaire, je ne l'ai pas signalé, mais on a comme d'habitude notre trio Bess Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett. Voilà, on est totalement complet. On peut se lancer dans la carte principale, mon bon papy. Et on va attaquer cet opener de ce NXT avec le Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, la finale, qui oppose Dakota Kai et Raquel Gonzalez face à Ember Moon et Shotzi Blackheart, qui sont donc arrivés en finale après 3 matchs victorieux chacune de leur côté, dans leurs brackets respectifs. On va avoir un match de pas loin de 18 minutes. Donc un bon gros match de filles par équipe. Alors, ça a commencé avec un début de combat assez disputé, assez équilibré, mais qui a surtout permis en fait de mettre en valeur beaucoup Raquel Gonzalez, qui a fait parler la puissance, j'ai envie de dire, et qui pendant toute cette période a martyrisé comme il fallait Ember Moon et Shotzi. Finalement, les Chupin Face vont réussir à isoler quand même un peu Dakota Kai et vont décider de s'acharner sur la jambe de la néo-zélandaise. Donc ça va faire mal pendant un petit moment, ça va tourner un petit peu autour de ça. Dakota Kai va réussir à s'en sortir, va faire un gros tag où alors là Raquel va rentrer en mode bulldozer. Voilà, elle va envoyer du lourd. Elle va envoyer en particulier une grosse powerbomb sur le grillage sur la Blackheart qui n'en demandait pas tant à mon et après derrière elle se chope la Ember Moon à qui elle va faire pas mal de mal. Malheureusement, les heals, des fois, ça fait des bêtises et voilà, les heals, elles vont se cogner par inadvertance, ce qui va permettre à Ember Moon de prendre l'avantage et de réussir à porter une première éclipse sur Gonzalez, mais qui va réussir à se dégager grâce à l'intervention de Dakota Kai. Moon et Blackheart, elles semblent quand même bien, on va dire, on est là à 10-12 minutes de match. Elles pensent avoir la victoire bien en main. Elles vont avoir un enchaînement neckbreaker, diving codebreaker sur Raquel. Donc Raquel commence à être de plus en plus mal. Dakota Kai, de son côté, va être mise KO par un Doomsday qui va être porté à l'extérieur du ring. On notera Shotzi Blackheart qui nous fait un tombé suicidaire, vraiment suicidaire. vraiment suicidaire. Et alors que Shotzi Blackheart était montée sur le turnbuckle après le KO infligé à Dakota Kai, Raquel Gonzalez, elle va la pousser sur sa partenaire pour lui lancer dessus. Et ça va se terminer par une one-arm powerbomb, une grosse powerbomb de Raquel Gonzalez pour remporter la toute première édition du Dusty Rhodes Classic version féminin. C'était un opener, peut-être pas forcément celui-là qui était attendu. On avait un peu mis la carte dans le désordre quand on avait fait nos pronos dans SmackDown. Mais au final, j'ai trouvé que les filles s'étaient bien mises en valeur. Et Papy et moi, je crois que nous militons depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour Raquel Gonzalez. Et je pense qu'elle a mis en valeur tout ce qu'elle était en tant que femme forte et presque indestructible. Donc, Papy, Raquel Gonzalez, ça y est, elle y est. Hashtag push Raquel. Ouais, ouais, alors moi je pensais que justement il allait faire perdre ton équipe pour la mettre en solo, mais bon, finalement elle gagne en Moi j'avais équipe. donné la victoire, Non, mais à on en Raquel. reparlera. Je suis pas mal losé sur les pronos, hein. Je n'ai que Moi de aussi, mauvais là. moi aussi. J'ai retrouvé mes bons vieux réflexes d'antan. Et donc oui, donc gros match en opener, effectivement, j'étais assez surpris. Alors il y a eu quelques petites approximations, enfin forcément avec autant de temps et puis pas forcément, enfin genre, Josie Blackheart qui est vraiment très, très limite à chaque fois. Ça aide pas à faire des mouvements super propres, mais par contre j'ai trouvé qu'elles ont bien raconté l'histoire. Elles se sont bien envoyées toutes les 4. J'étais surpris en fait que Raquel Gonzalez ait autant de temps de ring. C'est vraiment qu'ils allaient la mettre au frigo puis l'utiliser en tant que powerhouse qui défonce tout, mais non, en fait, elle a eu un long moment où elle était dans le ring et elle s'en sortait pas parce que Dakota Kai, elle était complètement, HS et à un moment, je me suis dit: «Putain, ils vont pas quand même faire perdre un pin sur, Raquel Gonzalez, ça serait scandaleux». Mais non, non, elle est plus forte que tout et puis elle a réussi à contre l'adversité, à s'imposer, de manière totalement clean. Bravo Raquel, tu es ma face à moi et puis voilà. Non, non, c'est sincèrement, c'est malgré ses défauts, c'est un match qui m'a plutôt plu pour attaquer le show. C'est donc une victoire de Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui remportent par là même l'impressionnant trophée du Dusty Rhodes classique et bénéficieront d'un title shot pour le titre qui est détenu, le titre par équipe féminin qui est donc détenu par Nia Jax et Shayna Baszler. Donc deux coups pas pour rien là, de la part de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez. Yes, ça peut être un match sympa en plus parce que là, c'est vraiment de la violence à l'état pur. Puis on a, mine de rien, les retrouver entre Baszler et à l'époque celle qui était sa victime préférée de Dakota Kai.
J'ai vu qu'ils en ont un peu déjà joué sur les réseaux sociaux, ça peut être marrant. Voilà, bah, écoute, moi, de mon côté, en tout cas, vraiment super opener. Moi, j'ai été emballé, voilà, quelques petites fautes, quelques petits botches, quelques petites choses, voilà, à grignoter un peu à droite à gauche, mais globalement, franchement, j'en attendais pas autant, de ce match-là. Je m'attendais par contre à la démonstration de puissance de Raquel, de toute façon, hein. Mais comme tu m'avais mis le doute pendant les pronos et je me dis: «Ah, ça se trouve, elles vont perdre». Et voilà, mais comme j'ai été bien emballé par le match, que justement, eh ben, ils ont bien réussi leur coup, hein. On a bien cru à deux trois moments que elle allait se faire piner la Raquel par les Faces, et c'est pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai trouvé que le match était bien ficelé, et donc moi de mon côté, grosse satisfaction sur cet opener. Alors, on est à NXT, papy, hein, donc entre chaque match, voilà, il y a que 5 matchs sur la carte, mais entre chaque match, on a un rappel de la feud, etc. Donc, je ne vais pas vous refaire à chaque fois tout le play-by-play des clips qui Oh sont non! diffusés. Juste à noter, juste avant le match qui suit, c'est-à-dire le Johnny Gargano versus Kushida, c'est donc tout un truc qui est consacré à The Way et à Kushida sur leur feud. Et quand The Way va se diriger vers le ring pour le début du combat, discrètement, mais alors très très discrètement, Dexter Lumis va kidnapper Austin Theory. Voilà, très très discretos. Et donc il aura vraiment fallu faire bien attention pour se rendre compte de ça. Ouais, parce que je l'ai pas vu moi. Là-dessus, tu l'as pas vu toi? Ah ouais, fallait faire gaffe quoi. Mais en fait, effectivement, Austin Theory disparaît quoi après la promo quoi. Et on se retrouve donc avec le North American Championship qui est en jeu. Johnny Gargano versus Kushida. Petite feud qui commence à durer quand même depuis quelques semaines dorénavant. Alors là, on va voir un gros match en termes de timing, puisqu'on va avoir un match de quasi 25 minutes, 24 minutes 51 pour être précis. Un match de cruiserweight hein, de toute manière, donc ça va quand même vite. Ça voltige pas mal, même ils nous ont fait un peu, peut-être quelque chose qui sera une redite plus tard, on verra, mais ils nous ont fait tout un moment de mat wrestling et de chain wrestling sur le début du match qui a quand même été assez long, et où c'est Gargano d'ailleurs qui finalement va prendre l'avantage avec la russe, quoi. Mais finalement, ce début assez lent était pour peut-être mieux permettre, une fois que les deux gars étaient bien chauds, à nous lancer sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire, parce que c'est quand même parti bien en live. Après, on va dire au bout. Enfin, en tout cas, de mon concernant, il a fallu 6-7 minutes avant vraiment que je rentre dans le truc. Et, et là, c'est parti à un niveau. Moi, je suis un peu moins critique sur Gargano que l'est Papy, parce que Papy, c'est une vraie détestation qu'il lui porte. Mais je la comprends. Moi aussi, je déteste certains catcheurs comme ça. Mais là, j'avoue que là, c'est parti en cahuète. Malgré que le japonais semble prendre l'avantage à partir de Gargano, il va porter son espèce de souplex là qui porte un nom pas possible, donc je vous le dirai pas à l'antenne. Ils se passent tous les deux par-dessus la troisième corde. Mister Takeover va placer sa superplex à son tour avec son DDT. Ça va pas lui permettre son DDT qui est souvent létal, et là pour le coup ça le sera pas. Kushida va réussir à s'en sortir, va opposer une grosse résistance quoi. Et voilà, on va avoir plusieurs belles séquences alors où chacun a tenté de passer sa prise de soumission. Le Gargano, il va réussir à bloquer le japonais dans son Gargano Escape. Ça va être renversé en overboard. Là, finalement, on va se retrouver quasiment comme au début du combat, sauf que là, ça va aller beaucoup plus vite. Ils seront au sol, mais ça va aller beaucoup plus vite. Et il va y avoir du rythme, avec pas mal de tentatives de soumission de l'un et de l'autre. Ça devient vraiment chaud. Le temps passe, c'est assez incroyable. Il va y avoir une armbar de Kushida qui va non de Kushida, excusez-moi. Et finalement, Gargano, au bout de ces 24 minutes, va réussir à placer d'abord un slingshot DDT sur la rampe. Ensuite, il va emporter un deuxième à l'intérieur du ring. Et là, il va conserver sa ceinture nord-américaine de manière clean, et pour clore ce combat de 25 minutes. Alors, Papy, est-ce que ces 25 minutes avec le Johnny Gargano t'ont tenu en haleine? Eh bien, non. Non, 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 Johnny Gargano, je pense que c'est quelqu'un qui a la tête tellement dure qu'il ne comprend absolument pas comment être un bon catcheur. Je comprends pas, je comprends pas. Je ne comprends pas quand il était face, il catch en heel et donc là, il est heel, il a un clan et ben, il se bat tout seul, il triche pas,
et il catch en face et voilà, je suis spectaculaire et tu n'as quasiment aucune différence entre le catch de Kushida et de Gargano et ça m'horripile au plus haut point. Ça m'horripile au plus haut point parce que, bah, Gargano, si encore il était présenté avec un style justement, comment dire? Bah, mat wrestling comme tu disais tout à l'heure, la technique, tous ces trucs-là. Mais non, il passe son temps à être tricheur pendant toute l'année là, depuis des mois et des semaines, il est tricheur et non, il fait un match et d'un coup non, non, alors j'avais pas vu que Austin Theory était parti en coulisses donc bon, ça aurait peut-être ça va adoucir un peu mon jugement. Mais tu vois, sa femme et Eddie Hartwell, c'est: «Ah non, non, allez en coulisses, j'ai pas besoin de vous» et il se bat tout seul et jamais à un moment il tente quoi que ce soit d'irrégulier. Puis voilà, il gagne tout seul et du coup, bah, il ira fêter ça tout seul. Il aura pas moi à ses côtés. Je suis déçu de la pauvreté de comment dire? De l'histoire racontée dans le ring. Alors, niveau catchesque, c'était spectaculaire, ça j'ai rien à dire là-dessus. Il y a eu pas de botch, enfin du moins j'avais pas souvenir. C'était vraiment propre et spectaculaire et effectivement, il y avait 25 minutes, où ils ont sorti un peu de tout. Et moi, du catch sans psychologie et ben, c'est de la daube. Qui aille faire ça à 205 Live, mais pas en pay-per-view. Bon, alors le papy qui met en PLS le Kushida versus Gargano. Alors, peuple de catch-up, je vais vous rassurer parce que moi j'ai un avis un peu plus positif. Bon, je suis un peu moins hater de Gargano déjà, mais globalement, moi j'ai trouvé que c'était effectivement, peut-être que ça manquait un peu de psychologie, mais après tout, c'est une rivalité qui dure depuis déjà plusieurs semaines. De la psychologie, ils nous en donnaient déjà pas mal, donc moi j'étais content de voir un peu de bagarre. Et pour le coup, concernant la baston, bah, j'ai trouvé qu'on avait droit à un très bon match de catch. Alors c'est du cruiserweight, et moi je pense que maintenant les amis de catch-up, vous connaissez mon goût pour les big men et pour voilà pour les gros masters et tout ça. Mais je suis pas contre quand je suis face à un vrai bon match de cruiserweight et avec deux mecs au niveau quoi. Et pour le coup, pour moi, Kushida et Gargano sont au niveau largement. Là, ce qu'ils ont démontré sur un 25 minutes dans un takeover. Bon, Gargano, il est surnommé Mister Takeover, c'est quand même pas pour rien. Voilà, pour moi, je l'ai déjà dit aussi, Gargano, son problème, en fait, c'est que finalement, il aura peut-être jamais les guts de monter dans le main roster et de se frotter à ce que c'est la Big League. Parce que moi, je reste un convaincu que NXT, ça reste la troisième voie et que voilà, Gargano, au final, il n'arrive pas à venir se frotter à la Big League, un peu comme Tommaso Ciampa d'ailleurs. Donc, quelque part, c'est un peu dommage que ce gars-là, par exemple, vampirise complètement encore TakeOver, alors qu'on en est au 33e TakeOver. Il aurait peut-être été temps qu'il passe un peu la main et qu'il se tente un petit peu à se tâter avec les grands monsieur de Ouais, SmackDown. c'est le gros poisson dans un tout petit aquarium, Et oui, Gargano. ouais, alors là, par contre, là, je suis totalement d'accord avec toi sur cette analyse, mon cher papy. Il y a un truc marquant, c'est que tu te dis: «Voilà, c'est un super jeu cruiserweight», mais c'était pas pour le titre cruiserweight, hein, c'était pour le titre North American Championship. Oui, c'était pour le Tu North vois, c'est American ça qui me Championship. perturbe. Ça aurait été cruiserweight, à la limite, j'aurais dit: «Voilà, ils sont spectaculaires, c'est leur credo, pourquoi pas?» Mais là, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que dans la tête de Gargano, alors je le mets lui parce qu'en fait, c'est souvent avec lui que j'ai ce souci-là et Kuchila, bah, c'est finalement un peu c'est pas ses débuts, mais ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais tu vois, Non. j'ai l'impression qu'il sait en gros, le truc de Gargano, c'est: «Je vous en fous plein les yeux». Mais on veut pas que tu nous en fous plein les yeux, tu es heel garçon. Moi, je veux, c'est détester, mais détester parce que tu pourris le match. Là, il a rien fait, il a juste, remis 100 balles dans la machine à chaque fois. Alors après, moi, je mettrais un petit bémol sur un détail totalement anodin, mais sur un détail vestimentaire, en l'occurrence de costume. Ça me saoule de voir Kushida catcher en jean. Moi, j'aimais beaucoup son look du temps de la Ring of Honor, par exemple, et pour les connaisseurs, voilà. Et ça me fait chier là de le voir en Marty Kushida McFly là. Mmh. J'avoue que je suis pas très fan de son cosplay, quoi. Et moi, j'aimerais revoir le Kushida, pas forcément le Kushida de la Ring of Honor, mais oui, ou de la NJPW. Voilà, il catchait la plupart du temps avec un short juste en haut des genoux, voilà, en mode un peu japonais style, quoi. Et je trouvais ça très sympa. Et Tozawa un peu aussi catch un peu enfin avant qu'il devienne un ninja. Et oui. Tozawa aussi catchait aussi dans cette tenue-là, et moi j'aimais beaucoup. Et donc voilà, je sais que c'est un détail à la con, mais comme voilà, ça ne veut rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, Kushida revient à un nouveau look. Voilà, bah écoute, ça s'est terminé là-dessus. Victoire de Gargano, en tout cas, il conserve le North American Championship. On passe à la suite, qui est donc, comme d'habitude, la vidéo consacrée au prochain match. Alors d'abord, on va avoir un petit truc sur Mercedes Martinez, sur ce qui va se passer dans le match des filles, puis on va vite basculer
sur des vidéos consacrées au MSK, donc l'équipe des jeunes là, qui est arrivée en finale du Dusty Rhodes Classic, qui étaient les Rascals à la Pro Wrestling Guerrilla. J'ai pris des renseignements depuis la dernière fois, et qui était aussi à Impact Wrestling apparemment. Donc comme je Oui, ne suis absolument pas Impact, du coup je ne savais pas ça. Donc, mais j'ai l'information. bravo. Voilà. Et donc évidemment, Gibson, les Grizzled Young Veterans sont présents. On va attaquer direct par le main Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals. C'est parti, mon kiki. Et mon kiki, il me dit que encore un match qui va rester sur la durée, puisque ça va durer 18 minutes 28. Alors là, catch par équipe masculin entre 4 mecs rapides et assez voltigeurs, sauf que, parce que pour moi, il n'y a pas de gros gabarit dans ce match-là. Encore une fois, là, on est quasiment face encore à 4 cruiserweight, peut-être un petit peu plus Mastar, et encore, je n'en suis même pas convaincu. Sachant que les Britanniques sont quand même des brawlers, sont pas mal des brawlers. Ils sont aussi capables de se mettre dans de la bagarre et de se contenter de gros bourre-pif et de gros forearms dans ta gueule, quoi. Donc du coup, ça nous donne une opposition de style parce qu'on sent que les MSK, c'est la jeune génération. Ils me font penser un peu aux Varsity Blondes, ils me font penser à plein d'équipes de jeunes catcheurs à la Elite Wrestling ou ailleurs d'ailleurs. Et donc c'est un catch assez aérien, on tente pas mal de double team. Voilà, ça va donc du coup nous donner un match avec un petit différentiel au niveau style. Et ça va nous envoyer dans un match plutôt pas mal, assez long, beaucoup de relais, beaucoup de tentatives pour placer différentes choses. Moi, j'ai noté juste comme ça des trucs voilà, où j'ai mis des points d'exclamation. J'avais mis Springboard Cutter, voilà, qui est sur le de Nash Carter, qui est celui qui a le plus de cheveux à MSK, mais je vais les appeler MSK, c'est plus facile. Voilà, derrière, ça va se venger sévère du côté des GYV, là, avec un gros knee strike dans la nuque. Et après, derrière, ils vont faire un enchaînement Brainbuster, Shooting Star Press, mais ça va pas être suffisant. Du coup, on a le droit à un espèce de œil pour œil, dent pour dent, et pendant quelques minutes, ça va être un petit côté spot face, puisque les deux équipes vont placer chacune de leur côté leur signature move. Finalement, on aura un senton bomb des jeunes avec un gros moonsault de celui qui a le moins de cheveux pour un compte de 2 également. Les Anglais ils vont réussir à placer une dernière combinaison avec une powerbomb et un backstabber sur Nash qui va réussir à se dégager. Mais là, ça va être la fin du fin pour les Britanniques parce que les jeunes vont réussir à vouloir enchaîner leur finisher. Alors Wes, je crois, c'est Wes intervient et il réussit à envoyer son pote Gibson hors du ring. Là-dessus, les deux jeunes vont porter leur finisher plutôt impressionnant. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas si tu as l'info, ça, papy, de ça, du nom Non, de ça son me parle pas finisher. là. Et il l'a dit, Wade Barrett, mais du coup, je ne l'ai pas noté. Et j'aurais bien voulu connaître le nom de leur finisher. Donc, fact-checking, peuple de catch-up. Dites-moi quel est le nom du finisher des MSK que j'ai trouvé bien impressionnant. Et victoire de la jeunesse, papy. C'est la jeunesse. C'est MSK qui remporte le Dusty Rhodes Classic. Voilà. Et écoute, c'était pas forcément attendu. On avait tous les deux donné dans nos pronos, de toute façon, les Grizzly Young Veterans. Oui, oui. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale là du Dusty Rhodes Classic? Bon, niveau prono, j'ai senti tout de suite que ça pue la merde parce que je me suis dit, oula, je suis mal parti. En plus, je le sens pas faire gagner deux équipes Hill en finale des Dusty Classic. Je sens que je me suis bourré. Et voilà, au moins j'avais raison en pensant que je m'étais trompé quelque part. Ouais, alors c'était, je crois qu'on en avait déjà parlé, moi, le fait que MSK, j'ai trouvé vraiment trop pas identifiable. Là, tu m'as dit les noms des gars et pour les distinguer, j'arrive toujours pas à bien me Ah, moi visualiser de aussi, hein, qui tu parles. même moi je le dis à l'antenne, à tout le peuple de catch-up, mais les MSK, pour l'instant, je les ai pas encore bien imprimés, hein. J'ai encore du mal à savoir qui est Nash, qui est Wes. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est, je pense alors, ils ont fait un match spectaculaire. Pour le coup, tu vois, tout à l'heure, j'ai bien critiqué Kuchida et Gargano parce que je trouvais que c'était pas un match adapté à l'enjeu. Là, pour le coup, une finale de tournoi tag team, quelque part, que ce soit Spotfest, un peu la fiesta du slip, c'est une finale d'un tournoi, tu vois? Donc je suis plus ouvert à ce type de confrontation. Il y a eu un spot où ils m'ont fait super peur là, où tu as un des Grizzlies de Young Veterans qui tient, un des 2 mecs, dont on sait pas le nom et l'autre qui fait un
un tope suicida à travers les cordes, là, bam, Ouais, ouais, et ouais, qui ouais. et qui te le fait retomber sur la nuque, c'était super impressionnant. Alors, voilà, donc par contre, c'était propre, hein, c'est pas un truc botché, enfin, du moins pour moi et je pense vraiment qu'ils sont spectaculaires tout en restant propres, donc c'était plutôt bien. Surprise des vainqueurs, après voilà, c'est encore une fois, à la réflexion, je me dis: «Bon, voilà, c'est mine de rien, c'est un tournoi, c'est pas non plus les ceintures qu'ils ont gagné, c'est un tournoi où tu prends des choses». Moi, j'aime bien quand tu as une équipe un peu avec des solistes qui est dans le tournoi, mais là, c'est 2 vraies équipes et puis ils ont fait un vrai match et puis voilà. Par contre, effectivement, ça commence à avoir beaucoup de longs matchs, à la suite. C'était, ouais, mais c'était un bon match, hein, c'était un bon match et moi les MSK, écoute, je les ai découverts tout au long du tournoi, je les avais absolument jamais vus catcher. Alors j'ai été un peu fouillé, donc du coup MSK ça signifie Mad Society Kings, et en fait c'était le nom d'un célèbre groupe de graffeurs de Los Angeles dans les années 80 apparemment. D'accord. Voilà, écoute, c'est un peu l'explication, qui n'a aucun intérêt, mais à part ça, j'ai trouvé le match très bon, plein de moves spectaculaires et quasiment pas de déchets, hein, pour le coup, hein. Voilà un match où il y a pas eu de botch, c'est vraiment, voilà, du catch par équipe, comme j'aime. Encore une fois, hein, pas de powerhouse, hein, dans un match, par équipe comme ça, mais il y en avait pas beaucoup, c'était pas trop la place des powerhouse. Bon, ce que je sais pas, c'est comment ils vont nous les vendre par la suite. Mais donc, je vais rester juste sur l'impression, tu vois, du pay-per-view. Et en tout cas, ils m'ont fait une belle impression, une belle finale avec de l'intensité, du suspense. Et du coup, c'était un petit match pour lequel, pareil, j'attendais pas énormément de trucs. Et finalement, bah, moi, j'ai trouvé qu'ils ont plutôt délivré la marchandise, les jeunes. Et les un Ouais. petit peu moins jeunes que sont les JYV. Ouais et puis, en fait, tu vois, les MSK, ce qui me faisait peur, c'est qu'ils me rappelaient les TM61 là, tu vois? Les 2 Australiens là Ah ouais. où ils étaient totalement, tu sais pas qui était qui, puis en fait, tu t'en foutais parce qu'ils avaient zéro charisme, zéro rien, puis ils faisaient juste des matchs, mais en plus, ils étaient pas super spectaculaires. Là, MSK, c'est quand même un poil au-dessus en termes de voltige, on va dire. Donc ouais, ils ont plus marqué les esprits, je trouve, que TM61 qui avait démarré comme ça dans un tournoi et puis en fait, au final, on s'en foutait, puis ils ont jamais rien fait derrière, quoi. En tout cas, la réalité brute, les amis, c'est que les MSK ont gagné le Dusty Rhodes Classic. Et maintenant, c'est parti pour eux sur la grande autoroute du booking de la WWE. Nous, Bravo les jeunes! allez, bravo les jeunes, ça fait plaisir de signaler la jeunesse dans ce NXT. Allez, derrière, on aura une petite vidéo promo avec Cameron Grimes qui apparemment a gagné au loto, qui se paye des bagnoles, qui a une vie de rêve, qui a du pognon à plus en savoir quoi faire. Il danse dans les liasses de billets, il se roule dans le pognon. Bref, c'est voilà, un milliardaire, tout simplement, un billionnaire, notre ami Cameron Grimes. On ne sait pas d'où Et ça sort, mais apparemment, en tout si, cas, ça si, lui il a avait acheté réussi. les actions là, tu sais, les GameStop, je sais pas quoi là, le truc, l'affaire que il Ah, en a il a fait une promo la semaine dernière le truc qui a rapporté et 1 milliard à la WWE. non, le truc où tu avais je sais plus, des gars qui essaient de détourner un peu le système d'action, qui ont flingué des alors je Ah sais plus ouais, d'accord, ok. je sais plus, enfin bref, en gros, il était qui a misé là-dessus, puis qui a revendu et par contre, j'ai trouvé interminable le clip là. Purée, il était long, hein. Ouais, en tout cas, voilà, l'information de ça, c'est que Cameron Grimes est riche et donc la suite au prochain mercredi. Derrière, on aura encore une fois la vidéo de promotion qui vend le match qui va arriver. Et ce match, c'est tout simplement une triple frite pour le NXT Women's Championship entre Yoshi Rai, Mercedes Martinez et Tony Storm. Alors, Tony Storm en particulier était pas mal impliqué en termes de storyline, a eu quelques interactions avec Yoshi Rai. Mercedes Martinez, ça s'est beaucoup passé en vidéo package et elle n'est intervenue que sur les vraiment deux dernières semaines de NXT avant ce match, mais elle s'était présentée directement de toute façon en grosse menace immédiate à son arrivée, puis elle avait été balancée du côté de Retribution, puis elle en est partie très très vite de Retribution, et elle est revenue et elle a été un peu plus revendue comme la femme dangereuse qu'elle est et qu'elle sait être. Du coup, elle a un title shot. Tony Storm également. Bon, ça, on pourra en discuter après. On va avoir un match de 12 minutes 15 où dès le début du match, dès que la cloche va sonner, Yoshirai va être éjecté du ring.
Et du coup, ça va dans un premier temps avoir juste une confrontation Mercedes-Martinez-Toni Storm. Au bout d'un moment, Yoshirai va sortir de la sieste et va remonter dans le ring pour se mettre à dominer. Alors là, pour le coup, à son tour, un long moment. Où vraiment, là, on était dans la championne, voilà, la championne qui envoyait du pâté, du moonsault à tout le monde. Ça s'est finalement quand même un peu équilibré parce que chacune des trois a pu porter plus ou moins ses différentes prises. Shirai, en mettant un crossface, elle va se retrouver coincée dans un Dragon Sleeper de Mercedes, qui ensuite va lui poser une belle souplesse pour le compte de 2 d'ailleurs. La japonaise, elle va nous placer son désormais traditionnel 619 avec son diving double foot, qui est toujours bien spectaculaire aussi, même si d'ailleurs dans ce match, c'est Yoshirai qui possède le déficit de gabarit, j'ai envie de dire, par rapport à Martinez et à Toni Storm. Qui est vraiment la plus petite, mais bon, c'est quand même la Genius of the Sky, Io, il n'y a pas à chier, elle va monter en haut d'un des poteaux qu'entoure l'arène pour sauter sur les opposantes, voilà, un gros flying moonsault de la part de Yoshirai. Martinez va réussir quand même à écarter après toutes ces aventures-là, placer un running knee sur Toni Storm qui va se dégager, qui va tenter à son tour, et là j'ai eu une petite peur parce qu'elle va contre-attaquer et elle va coller un headbutt et un Tiger Driver. Et là, j'ai eu vraiment un moment d'inquiétude où je me suis dit, merde, ils vont donner le titre à Toni Storm. Et heureusement, notre japonaise favorite, elle va monter sur la 3e corde, elle va placer... non, excusez-moi, c'est l'Océanienne qui va monter sur la 3e corde, qui va vouloir placer un diving headbutt, mais elle va être surprise par un diving moonsault dans le même champ de Yoshirai. 1, 2, 3, victoire de Yoshirai. Alors là, je vous avoue qu'à la fin du match, j'ai surtout beaucoup soufflé. Peut-être que ça a marché sur moi d'ailleurs, du coup. Et toi, sur Papy, est-ce que ça a marché sur toi? Non, moi j'ai regardé ma montre à la fin du match en me disant: «Mais Ah, c'est déjà fini? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait que 12 minutes, sur ce match-là avec 3 gonzesses, alors qu'ils nous ont donné 25 minutes à Gargano, 18 minutes au match d'avant?» Enfin, ils tous les matchs étaient super longs et celui-là par contre, 13 minutes et on verra le main event aussi qui, de mémoire, est bien long aussi. Mais celui-là, je l'ai trouvé super court. J'ai trouvé que la victoire de Yoshirai était un peu cheap, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, elle profite juste de Mercedes Martinez qui est au sol pour placer son truc et gagner. Enfin moi tu vois d'habitude, je la trouve plus dominante d'habitude Yoshirai et là je l'ai trouvé vraiment, limite, elle vole le tomber, tu vois? Donc ouais, j'ai pas trouvé qu'elles étaient super mises en valeur les filles dans ce match-là, trop peu de temps, surtout pour un triple threat, tu vois? C'est quand tu es 3, bah, forcément tous les passages de ton as qui rentrent hors du ring, donc forcément ça bah, tu as l'impression de moins le voir. Je sais pas, il y a rien de vraiment moche, hein, dans le match, mais je l'ai trouvé super creux, super fade par rapport au reste, quoi. ouais, je suis assez d'accord sur le principe que c'était peut-être un peu un chouïa court. C'est vrai que 12 minutes, bon, c'était pour le coup un match quasiment de weekly en termes de durée. C'est vrai que c'était surprenant que ça soit un petit peu plus vite expédié que tous les autres matchs qui étaient vraiment pas dans cette lignée-là depuis le début. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Surtout Après, avec tous les packs vidéo qu'ils ont passés, quoi. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier avec le pack de machin chouette là, To The Moon?» ah Ils oui, oui, l'auraient oui. ils l'auraient viré, ils auraient laissé 3 minutes de plus au match des filles, c'était très bien. Ouais. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, c'était étrange ça. Après, bon, moi, la qualité du match, de toute façon, elle baissait déjà parce que vraiment, je suis vraiment pas un aficionado de Toni Storm. Et que même si, bah, n'empêche, elle a réussi son coup, puisque à la fin, elle a failli me faire croire qu'elle allait gagner, quoi. Donc, tu vois, je marche encore, hein, même à mon âge, mon papy. Ah là là, Je, mais c'est parce que je- tu as les yeux d'amour pour, Io, donc du coup, la moindre possibilité qu'elle perde, ça te fait tellement peur que tu y crois, quoi. ouais. Donc, du coup, vraiment, j'ai eu un moment de malaise. Et le match était pas mal. Je trouve que c'était pas un mauvais match, mais pareil, étonné voilà, qu'il ait été un petit peu cuté ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas quelle a été la raison que ce match-là ait eu droit à si peu de temps. Et effectivement, on peut l'expliquer en partie sur des longues vidéos promotion à chaque fois, entre chaque match, et peut-être trop longues d'ailleurs. Mmh. Enfin voilà, ainsi s'achève. Au final, Yoshirai conserve quand même, hein, il faut bien le signaler. Elle continue son règne, la japonaise. Elle reste championne de NXT. On va avoir non pas un petit vidéo package en sortant de ce match, mais on va avoir droit à une intervention d'un nouveau signé.
à la WWE et à NXT en particulier, et un signé que certains noms connaîtront, donc les aficionados de Impact et de NWA. Je crois il apparaissait même à NWA Power. Et puisque Eli Drake, et dorénavant qui s'appelle LA Knight, va se présenter, et donc se fait désormais appeler LA Knight, et se présente tout simplement comme le meilleur talent au monde. Et voilà. Et son charisme et son mix skill vont faire peut-être du bien à NXT. On verra. C'est un type qui est pas tout jeune pour le coup. Hein. C'est pas un jeune sophomore ou un jeune rookie en développement. C'est un type qui a de la bouteille sur le circuit indépendant, qui a un bon physique, qui n'est pas très très grand, mais qui a un bon physique. Je sais pas, comme ça, papy, tu comparerais à qui, quoi? Moi, j'aurais un peu dit à Chris Masters ou un mec comme ça. De Bobby Roode, j'aurais dit un peu Bobby Roode aussi, ouais, pourquoi pas, ouais, un peu dans le le genre de mec un gabarit. peu charpenté, quoi. Ouais, un peu dans le genre de gabarit, quoi. Mais oui, effectivement, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. On parlait des segments à la con qui servent à rien. Autant, tu vois, la présentation d'une recrue dans un takeover, c'est un classique, je trouve, et je trouve ça bien de l'avoir dans ce takeover-là. Ouais, et puis bon, à NXT, dans les takeovers, c'est traditionnel souvent qu'on nous présente des nouveaux arrivants. Donc, bah, écoute, c'est plutôt pas mal. On va voir, à suivre l'arrivée de LA Knight donc à la NXT. Allez, là, cette fois, on y arrive. On a une dernière et ultime vidéo promo pour nous promouvoir le main event de la soirée, en l'occurrence Finn Balor versus Pete Dunne. Voilà, alors eux, ils se promettent monts et merveilles depuis des semaines. Il n'y a pas, voilà, y a pas de, il y a pas de sentiment, j'ai envie de dire. Pete Dunne vient non accompagné de ses amis Orny et Elorcan. Finn Balor, lui, il vient seul, comme à son habitude. Et là, on est parti pour un main event de 25 minutes. Voilà quoi. Donc là, on a deux Européens. Hein, faut quand même le signaler. Hein. On a un takeover qui se termine avec un main event entre deux Européens, deux cruiserweight également. Hein. Pete Dunne qui est encore plus sec que ce que je pensais qu'il s'était asséché déjà. Quand je regardais ses jambes, j'étais impressionné de comment le gars s'était transformé. Entre les matchs de l'époque où il affrontait Tyler Bate et maintenant, c'est incroyable comment il a changé physiquement. Pete Dunne, hein, papy, je fais un aparté là-dessus. Ah bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, tu voyais Taylor Bate qui était en face, qui était vraiment un monstre physique. Tu disais, lui faisait un poil moins impressionnant, mais maintenant il a pris aussi de la petite potion magique. Ouais, effectivement, quoi. Donc grosse confrontation, quoi. Alors, à l'européenne aussi, quoi, parce que au départ, ça passe en confrontation un peu technique. On va pareil passer pas mal au sol, pas mal de mat wrestling. Comme de son habitude, Pete Dunne, lui, va s'acharner sur les doigts, alors que l'Irlandais, lui, sa technique, c'est s'acharner sur les jambes. Donc, chacun trouve tout ce qu'il faut. C'est pas mal, c'est assez stiff, ça se rend des coups. Ça s'envoie à l'européenne, quoi. Hein, les forts armes, voilà, les coups de coude, tout ça, quoi. Ça s'envoie dans tous les sens. Finn Balor va réussir à bloquer quand même au bout d'un moment un peu Pete Dunne pour lui placer un STF. Mais que va faire Pete Dunne? Dans ces cas-là, lui, quand il est pris dans une prise de soumission, il chope les mains, il chope les doigts, il tord des doigts, il casse des doigts. Il va avoir du coup sa phase de domination derrière pendant que Finn Balor souffre le martyre sur ses articulations. Baylor va essayer de s'en sortir dans un premier temps avec un running kick et réussir à placer son coup de grâce, mais pas de chance. Il va être contré, il va se faire choper dans un armbar dans lequel il va sortir difficilement, parce que le Pete Dunne, il lâche rien du tout. Il va s'acharner sur le bras encore et encore. Ça va durer un bon moment je dirais dans le troisième tiers du match, quoi. Et après quelques mouvements entre les deux, Pete Dunne va tendre son bitter end, mais c'est contré par Finn Balor qui lui place son Inverted Bloody Sunday. Petit retour de Pete qui essaye d'être mis KO, mais il se reprend un deuxième Bloody Sunday. Victoire de Finn Balor. 1, 2, 3. Papy, Finn Balor conserve. On avait tous les deux donné Pete Dunne. Et oui, mais on s'attendait à un rebondissement dans cette histoire. Il n'aura pas eu lieu pendant le match. Non, j'ai arrêté exprès. Non, mais j'ai rien dit, j'ai juste dit il a pas eu lieu pendant le match. Attends, j'ai fait exprès justement de laisser la porte ouverte. Mais non, alors en fait, ce match-là, il me rappelle beaucoup le match Gargano. Merde, j'ai oublié son nom. Marty McFly.
Heu, Kushida. Kushida, bah, désolé, j'ai un petit trou. Et par le fait qu'effectivement beaucoup de mat wrestling, un mec dans un clan qui vient sur son clan, mais à la limite, ça m'a un poil moins dérangé parce que Pete Dunne, de toute façon, il a toujours été taciturne, toujours été plutôt le pitbull qui se bastonne, et qui a pas forcément besoin de son clan. Tu vois? C'est pas le mec comme Gargano qui est tout le temps en train de pleurer, crier et cetera, quoi, et qui est prêt à tout pour pas se battre. Là, Pete Dunne, c'est un combattant depuis le début, donc à la limite, ça colle un poil plus à sa gimmick, ça m'a dérangé un poil moins. Par contre, j'ai i à ce moment-là du show, je me dis: «Putain, Finn Balor, en fait, depuis qu'il est champion, il fait que tout le temps les mêmes défenses de titre, hein». C'est des matchs où il y a de gros coups de latte, où c'est assez violent et puis à la fin, il gagne. Et il y a jamais vraiment de moment où tu te dis: «Il peut perdre», parce qu'en fait, bah, c'est juste de la violence entre les gars, quoi. Donc voilà, je suis perplexe, en fait, du règne de champion de Finn Balor qui, à la fois, apporte son statut, pour le titre NXT, mais en même temps, il fait je trouve qu'il y a pas encore fait de grande défense, et donc je me dis, à ce moment-là du show, je me dis: «Bah, voilà, c'était un match, qui aurait pu être un opener, en fait, limite», parce qu'il y a rien qui fait que c'est un truc, qui énorme de main event, tu vois? Il y a rien il y a aucun truc marquant, voilà, et donc je te laisse la main pour la suite. Ouais, moi, juste pour parler du match, moi j'ai trouvé que c'était un bon gros match, hyper technique. Voilà, avec tout le développement de toute façon, entre les 2. Enfin moi de A à Z, j'ai trouvé que c'était super propre encore une fois. Et puis voilà, Ah oui, oui, c'est propre, hein, c'est toujours propre. catch européen à l'honneur, enfin là franchement c'était chouette quoi d'avoir un tel niveau comme ça de catch, sur un main event de takeover. Moi j'ai quand même été assez soufflé par la performance des 2 gars quoi, je vraiment, bon, il y aura de quoi en reparler, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une baston du mercredi ou autre quoi, sur, Finn Balor. Est-ce qu'il a besoin, pas besoin d'être encore là? Est-ce qu'il a encore besoin du titre ou pas? Ça, c'est un autre débat, ça serait très, très long quoi. Mais voilà, sur le moment brut de ce takeover, Vengeance Day quoi, moi j'ai envie de dire quel match quoi, quel match quoi. J'ai vraiment été, moi j'ai été assez soufflé par la performance des 2 workers là et vraiment non, voilà. Mais du coup, Finn Balor conserve, comme je l'avais dit à la fin, voilà, on avait tous les 2 voté pour Pete Dunne, parce que je voulais voir ce changement de titre. Ça n'a pas eu lieu. Félicitations à l'Irlandais de toute façon, mais ça s'est pas terminé comme ça. Parce que évidemment, les amis, peuple de catch-up, on vous a gardé la fin du fin du fin, puisque à la fin, les champions par équipe, Burch et Ornell Orcan, ils vont venir s'attaquer à un Finn Balor qui est quand même bien cramasse, quoi, bien cramé comme il faut, bien carbo. Et Don, en bon enfoiré qu'il est, va se joindre aux copains, hein. Et donc il va pas donner sa part aux chiens. Ils vont se mettre à tabasser sur le ring le Finn Balor. Et à ce moment-là, on a l'Undisputed Era qu'on n'avait pas vu. C'était la première fois depuis les débuts du clan en 2017 qu'ils ne participaient pas à un takeover. Pour vous dire quand même, on est en 2021 et l'Undisputed Era débarque en courant pour faire fuir les heels. D'un Baylor qui regarde un peu tout ça étonné, qui est au sol, qui est un peu mi-KO, mi-étonné. Il va finir par serrer la main de Kyle O'Reilly. Là-dessus, Roderick Strong et Adam Cole vont venir s'apprêter à célébrer avec Adam Cole. Voilà, avec Finn Balor au milieu du ring. Et là-dessus, bim bam boum, bang bang bang, Adam Cole va coller un super kick à Finn Balor. Il se fait dans la foulée, quand même, tout de suite engueulé par Kyle. Il y a Strong qui est lui un peu en mode ouais, moi je calme les trucs et tout, mais en fait ça calme pas du tout quoi, parce que Adam Cole va porter un gros super kick à Kyle O'Reilly et va repartir sous les huées de l'ingénieur de son à fond. Oui. Et l'incompréhension totale de Roderick Strong, qui là, du coup, alors là, a le cul complètement entre deux chaises, parce que qu'est-ce que je fais là? Il y a Adam Cole, il vient de super kicker Finn Balor et Kyle O'Reilly. Moi, j'ai pas pris de coup dans la gueule, donc que fais-je? La suite au prochain mercredi. Alors, papy, l'Undisputed Era, ça y est, c'est la fin, c'est le split final. Enfin, franchement, à ce moment-là, je me suis dit: «Enfin, il se passe quelque chose, quoi». Je venais de le dire en décrivant le match, je reproche en fait aux défenses de titre de Finn Balor de se répéter en fait tout le temps les matchs, contre des super mecs, avec des alors
encore une fois, comme tu l'as dit, hein, les matchs, c'est super qualité, il y a zéro défaut, c'est hyper stiff. Ils s'en foutent plein la gueule, mais contre Kyle O'Reilly, contre Pete Dunne, pareil, Pete Dunne contre Kyle O'Reilly, tous ces matchs-là, bah, il se passe jamais rien, tu vois, finalement. C'est toujours, bah voilà, ils se mettent sur la gueule, ils se mettent sur la gueule, et à la fin, c'est le plus fort qui gagne. Et là, tu te dis, enfin, il y a un retournement de situation. Moi, je souhaitais la victoire de Pete Dunne parce que je voulais que ça chamboule un peu, là. Je voulais qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes histoires qui se répètent à plat de tube. Et donc, quand j'ai vu Finn Balor conserver, je suis bon, bah, d'accord, ok, super. Et là, d'un coup, t'as Adam Cole qui fout son super kick. Je me dis, ah, ça y est, il démarre quelque chose. Je suis pas. C'est pas parce que je préfère Adam Cole dans le ring que les autres, hein, c'est juste que il montre ma personnalité sur ce coup-là, tu vois. Il se passe quelque chose, il remonte un peu les cartes. Et donc j'étais super content en fait de ce finish. Je me suis dit, ah bah voilà, là pour le coup, là ça me sauve un peu ma soirée là, que ça finisse comme ça. Eh bah, écoute, moi de mon côté, bah, c'était pas mal, c'était plutôt surprenant, voilà, l'Undisputed Era absente et puis, bah, là, Baylor là qui fracasse quasiment, bah, voilà, non seulement il s'attaque au champion, mais il s'attaque aussi à sa propre tribu et donc ça augure, quand même, bah, pas mal de booking pour la suite, une Undisputed Era éclatée. Que va faire Bobby Fish? Que va faire Roderick Strong? Mm. Ça va être intéressant à voir. Bobby Fish, de prime abord, il serait quand même plutôt côté Kyle O'Reilly, hein, parce que c'est quand même les Redragon à la base, tous les deux. Donc il va y avoir, ça va être intéressant. Est-ce que ça va former deux duos? Ou est-ce que tu vois, ou est-ce qu'on va avoir un Adam Cole en mode lonesome cowboy, quoi, et qui va vouloir faire cavalier seul, qui va vouloir éliminer un peu tout le monde pour retourner, parce que bon, je pense que lui, il a clairement, de toute façon, son objectif, c'est le titre de NXT, hein. On est bien d'accord, hein. Donc, Oui. pour lui, finalement, fracasser l'Undisputed Era, ça fait juste partie des obstacles qu'il élimine pour aller directement vers la ceinture de Finn Balor. Donc écoute, c'était plutôt un final intéressant parce que c'était finalement totalement inhabituel. On est tellement habitué depuis toutes ces années-là. T'imagines, depuis 2017, à voir l'Undisputed Era toujours soudé, toujours incontesté. Et puis voilà, intervenir dans je ne sais combien de pay-per-view, que ce soit en mode face ou en mode heel, où c'est eux qui ont pris le dessus des fois, ou que je pense à des Wargames entre autres. Et bah là, ça y est, voilà, on a un premier vrai split officiel de cette team qui aura jamais passé le cut de la Big League, encore une fois, hein. On Ouais. parle encore une fois de voilà un clan qui n'aura jamais passé le cut de la Big League, qui sera toujours resté cantonné à NXT. Et au final, bah voilà, ça y est, c'est peut-être quasiment terminé en tout cas. Et ça nous mène à la fin de cette review. Et mon papy, ça va être l'heure de ton top, de ton flop et de ta note. Alors, le top. Alors, j'aurais pu le donner à l'attaque d'Adam Cole parce que franchement, ça m'a vraiment réveillé sur ces. Enfin, c'est vraiment le truc où je me dis, ah, ça y est, il va se passer quelque chose, j'ai envie de suivre les prochaines semaines, tu vois. Alors que la victoire de Finn Balor m'en avait touché une, enfin bougé l'autre. Mais je vais quand même donner un top 4 chesque, et donc du coup, je vais le donner à l'opener, qui pour le coup est pour moi le seul match qui a répondu aux attentes dans cette soirée, et même au-delà des attentes. Alors, non, c'est pas vrai parce que le Dusty Rhodes Classic mec était bien aussi adapté en temps final, c'est adapté aussi. Mais les filles, j'étais vraiment surpris parce que pour le coup, bon, on en avait parlé, Barmoon, on a l'impression qu'elle a pas retrouvé encore le top de sa forme. Bah, Shozzy Blackheart, on va dire qu'elle porte bien sa couleur, c'est très green. Et donc là, on a eu un match qui était, malgré les difficultés de base, finalement un match plutôt réussi, et qui a relevé le défi. Mon flop, du coup, qu'est-ce que je pourrais donner au flop? J'hésite entre la longueur du match féminin et le Gargano Kushida qui était complètement à côté de la plaque. Je donnais au Gargano Kushida, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu un flop à Gargano. Donc voilà, donc Gargano Kushida qui a zéro psychologie et puis que bah voilà, s'ils veulent après comme on en a parlé, hein, s'ils veulent faire toute sa vie à NXT ou aller au maximum à 205 Live, bah, c'est le bon chemin. Par contre, s'ils avaient jamais un espoir d'un jour aller dans la Big League, bah, c'est pas avec ce genre de match qu'ils y arriveront. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et ma note, et ben en fait, j'allais pas donner la moyenne. Parce que voilà, il y a trop de trucs qui m'ont pas plu, mais je vais sauver la moyenne grâce justement aux 2 tag teams, qui ont fait le boulot et du coup le sauvetage, d'Adam Cole là qui rattrape un peu le main event, que j'ai trouvé
malheureusement sans saveur, pour les raisons que j'expliquais avant. Donc du coup, je vais donner un 2,5. Oh! Eh bien, mes amis, Peuple le catch-up, c'est bien, c'est quand il y a une review où il y a de la différence, où il y a un peu de désaccord, où il y a un peu de baston. Pas qu'on sera pas d'accord. Parce que moi, je suis beaucoup plus enthousiaste que toi. Et voilà, il y a eu plusieurs choses qui m'ont dérangé ou pas, ou ça n'a pas été, etc. Mais globalement, moi, j'ai plutôt été bien embarqué dans ce pay-per-view. Au niveau du flop, en fait, je suis partagé parce que, par exemple, je noterais, voilà, je mettrais un petit astérix en constatant que c'était un takeover où il n'y avait aucun powerhouse. J'irais même plus loin, j'irais même que le seul powerhouse de la soirée, il était dans le match féminin, dans l'opener. Et c'est en Oui, l'occurrence notre chouchoute, mon bon papy, Raquel Gonzalez, qui finalement était le powerhouse de la soirée, quoi. Et incroyablement, là, on a été dans un takeover, il n'y avait aucun grand gabarit. Donc ça, c'est le genre de truc qui me chagrine un petit peu, quoi. Mais je vais mettre un truc plutôt sur le technique pour le flop, parce que, comme on en a parlé à quelques occasions là pendant la review, là, mais je vais le mettre sur le fait des vidéos promo. Donc plus les takeovers passent, et plus ça se rallonge, ça. Les promos entre les rappels de feud, etc. Mais c'est d'une longueur. Mais entre chaque. C'est même fou, quoi. Le temps qui passe. Alors, les mecs sont forts. Hein. Les mecs font des montages de folie. Il n'y a pas de problème. Hein. Leur truc, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Mais c'est trop long. Mais c'est trop long. Oh là là, ça dure. Tu parlais de Cameron Grimes, par exemple. Là, le vidéo package avec Cameron Grimes, ça a duré des plombes. il était interminable celui-là. Et il y a des promos, le truc de The Way avant le match entre Gargano et Kushida, ça a duré vachement longtemps aussi, hein, la vidéo. Hein. On n'en sortait plus, quoi, hein, avec le bras cassé de Gargano, machin et tout. Enfin bon, ah là, et c'est long. Et moi, je trouve que ça fait perdre du rythme à un pay-per-view, c'est terrible, quoi. Donc ça m'a pas mal dérangé, quoi. Et mon top, en fait, j'hésitais entre l'opener, parce que moi, j'ai trouvé l'opener, j'ai adoré le match féminin en ouverture, quoi. J'étais vraiment tellement gaze de la victoire de Raquel Gonzalez que vraiment ça m'a fait bien plaisir, quoi. Et mais quand même, je vais quand même le donner malgré tout. Mon top, je vais quand même le donner au main event parce que quand même, voilà, on a deux Européens dans un main event de takeover. Voilà, qui nous ont proposé un truc quand même vraiment spécial, quoi. Techniquement, c'était mais vraiment super beau boulot, du super catch, quoi. Voilà, in-ring, c'est un régal, quoi. C'est un vrai régal. Franchement, les deux mecs sont incroyables, ils sont stiffs, mais on sent en même temps qu'il y a de l'alchimie entre eux et qu'ils font pas n'importe quoi, n'importe comment. Que tout est, on sent quasiment de la chorégraphie. J'ai pensé à des matchs, alors quand je pense à ça, j'ai pensé à des matchs de Ricky Steamboat ou à des matchs de Macho Man en regardant ce combat. Voilà, j'avais la sensation d'un combat très préparé, très travaillé en amont, et j'ai trouvé que ça a donné un super rendu. Et puis un peu, ouais, c'est cool d'avoir des Européens comme ça j'attends un peu le retour de Walter aussi pour voir un peu ce que ça va donner par la suite, ça. Vu qu'Imperium est en train de se regonfler à bloc là avec le retour d'Alexander Wolf et tout. Ouais, Donc il annonce là. ouais, donc du coup voilà, je reste là-dessus, je donne mon top au main event, et puis en plus ce main event en faisant un total package, puisque avec ce split de l'Undisputed Era à la fin, c'était quand même quelque chose. Donc ça a donné un peu de piment supplémentaire à ce main event. Donc voilà, je lui donne mon top, et ma note va être une bonne note, parce que moi je vais mettre j'étais parti sur un 3, mais je vais mettre un peu plus en fait. Je vais mettre un 3,25 sur ce NXT Takeover Vengeance Day. Woo! Vengeance! La grande vengeance. Et ben voilà, peuple de catch-up, on est arrivé au bout de cette review NXT Takeover Vengeance Day. Laissez-nous des commentaires pour nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé, vous, de ce pay-per-view. Et pour cela, vous avez différentes possibilités, différentes plateformes, comme dit la jeunesse. Vous pouvez nous rejoindre déjà sur la communauté catch-up sur le Discord. Sur YouTube, je l'ai dit en tout début de review, mais je le répète, si tu l'as pas fait, mais que tu as été au bout de la vidéo, quand même, fais l'effort de laisser un pouce, merde, et puis d'actionner la cloche, quoi, nom d'un chien. Ça quand même, ça va bien avec le catch-up, ça. Sinon, tu nous retrouves sur catchup.lepodcast.fr et toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google
podcast. Voilà, je suis complet pour la réclame. Mon bon papy, je te remercie as fuck d'être venu débattre de ce NXT Vengeance Day avec ton tonton Chris. Et merci pour l'invitation et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'exprimer nos désaccords sur NXT à l'occasion. Tout à fait. Une prochaine baston qui arrivera sans doute. Allez, c'est Oui. sur ces bons mots qu'on vous laisse, peuple de catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch-up.